Allez, Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ce nouveau live Simplicure. Bonjour Lilian, bonjour, Javi. merci d'être présent avec nous aujourd'hui pour ce sujet, je pense très intéressant de l'utilisation de la propolis, ses bénéfices thérapeutiques en utilisation en oncologie. Comme on se le disait juste avant, c'est un sujet qui est énormément sourcé au niveau études scientifiques. Mm, Donc, je sais à quel point c'est un sujet qui vous tient à cœur. Donc, merci beaucoup d'être présent avec nous ouais, aujourd'hui pour ouais, nous ouais, parler de tout ça. Alors, pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas encore, donc Lilian Sebalo est docteur en pharmacologie, mais je pense que depuis ce doctorat, il y a eu beaucoup d'autres formations mm, en médecine peut-être mm, plus naturelle, mm, phytothérapie, aromathérapie. mm, oui, tout à fait. Donc, peut-être que vous ferez une présentation un peu plus détaillée Mm, que ce que je ne peux faire. Mais avant de vous laisser la parole, juste une petite information au niveau pratico-pratique. mm. Vous pouvez évidemment échanger durant toute la présentation. Donc, sentez-vous libre de partager toutes vos questions. On y reviendra évidemment à la fin avec grand plaisir. Mm. Donc, n'hésitez surtout pas. Lilian, je vous laisse la parole. Un grand merci à vous. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être présent. Donc, juste pour 2 mots de plus de présentation, si vous voulez, par ma formation, je me suis toujours intéressé à la pharmacologie, en particulier des substances naturelles. Je travaillais aussi dans les domaines de l'écologie chimique, les substances aromatiques, etc. Et maintenant, l'essentiel de mon activité est d'enseigner des matières comme la phytothérapie, l'aromathérapie, la gémothérapie et l'apithérapie, justement, parce que ça correspond d'une part à des pratiques qui sont réellement très intéressantes et parce que c'est un sujet qui me passionne et donc ça fait vraiment des dizaines d'années que je cherche des publications sur la propos. Vous savez, quand on est chercheur, on ne se refait pas, hein. Donc voilà, moi j'ai besoin de partir sur du concret. Donc voilà, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et puis aussi parce que j'ai eu un cousin qui était très proche, qui est décédé d'un cancer. Donc c'est aussi une chose qui m'a beaucoup amené à développer en particulier cet aspect de la propolis. Parce que la propolis n'est pas bonne qu'en oncologie, mais là je vais me limiter aujourd'hui sur les bénéfices qu'on peut attendre en oncologie justement. Alors, la présentation est assez courte, bien sûr. Je l'ai divisée en 3 parties. Une première introduction, partie introductive en quelque sorte, avec des notions sur la composition de la propolis et les différents types de propriétés thérapeutiques qui ont pu être démontrées, mais de manière très sommaire, hein. Ensuite, il y a une deuxième partie où je vais aborder la question tout à fait fondamentale de savoir s'il y a des interactions entre la propolis et les traitements de chimiothérapie et de radiothérapie et y compris aussi d'hormonothérapie d'ailleurs, question que souvent qui bloque les oncologues. Et vous verrez que en fait la question a été effectivement analysée par des études scientifiques très nombreuses. Et pour résumer, pour juste vous donner dans cette introduction un aperçu, la propolis va chimiosensibiliser les cellules cancéreuses aux effets des chimiothérapies tout en préservant les cellules saines des effets des chimiothérapies. C'est dû à des mécanismes biochimiques qui tiennent à la réaction de Fenton. Enfin, je peux expliquer ça s'il y a des gens qui veulent que je m'aventure là, mais c'est vraiment très compliqué. Et pour les rayons, c'est pareil. Il y a une radiosensibilisation des, euh, des cellules cancéreuses aux effets des rayons, tout en protégeant les cellules saines, en maintenant des taux de glutathion plus élevés, etc. Donc, ça peut paraître magique, mais c'est une réalité. Et il y a de très nombreuses publications. Donc, je vais essayer dans cette deuxième partie, de vous montrer un peu ce qui est étudié dans ce contexte-là. Et puis la troisième partie traite des propriétés anticancéreuses de la propolis par elle-même, parce que il y a des propriétés anticancéreuses dans la propolis. Alors mon propos n'est pas de dire là qu'il faut utiliser la propolis seule, parce que de toute façon, quand on étudie les différentes études qui utilisent la propolis seule, la propolis associés avec des chimiothérapies ou des radiothérapies, eh bien, les effets les plus efficaces, en fait, c'est quand vous associez de la chimiothérapie
ou la radiothérapie avec la propolis. Mais on a dans ces cas-là, dans le cas de cette combinaison, des effets vraiment tout à fait remarquables avec des restaurations de l'apoptose de lignées qui sont non apoptotiques, restauration de la sensibilité chez des lignées cancéreuses chimio-résistantes, enfin de très nombreux effets que je passerai en revue. Hein. Et donc voilà, ça sera à peu près l'objet de cette heure de webinaire. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout la propolis est une substance résineuse et gommeuse que les abeilles vont récolter sur les bourgeons, en particulier d'arbres dans les alentours. Alors, on parle beaucoup pour la propolis d'ici, de propolis de peuplier, mais c'est pas les seuls bourgeons qu'elles vont visiter. Et en tout cas, cette propolis va leur servir quelque part d'antiseptique dans la ruche. Elles vont tapisser tout l'intérieur de la ruche avec de la propolis. Et la propolis a des effets antifongiques, antibactériens, qui sûrement n'est pas étrangère au fait que dans une ruche en bonne santé, il n'y a pas de développement de loques, de bactéries ou de champignons, etc. Donc cette propolis joue vraiment un rôle tout à fait capital dans l'hygiène de la ruche et dans la santé des abeilles. Alors ici, vous avez la composition très grossière des propolis, parce qu'évidemment, la propolis telle que les abeilles vont la ramener à la ruche, c'est une propolis brute, à laquelle elles mélangent de la cire et des graines de pollen, et éventuellement, il peut y avoir des déchets de pâte, des morceaux de pâte d'abeille, etc. Et ce qui nous intéresse vraiment au niveau pharmacologique, c'est les résines et baumes ici, et les huiles volatiles et essentielles qu'on va retrouver ici dans la propolis brute. Et donc, juste pour vous dire que les procédés d'extraction seront tout à fait fondamentaux pour récupérer évidemment les actifs que l'on veut récupérer et pour éliminer la cire qui à cet égard est plutôt gênante, puisqu'en fait la cire va empêcher l'absorption et l'assimilation des flavonoïdes et autres composés actifs de la propolis. Donc les procédés d'extraction seront tout à fait fondamentaux. Un mot sur la toxicité. Donc la toxicité est réellement très faible, et si on prend des données qui sont publiées par l'AFSA par exemple, la dose sans effet indésirable, la dose Noël en anglais, est établie à 1,4 g chez l'animal, et des supplémentations au long cours sur plus de 6 mois chez l'homme de l'ordre de 2 grammes n'avaient entraîné aucun effet indésirable. Et donc c'est vraiment un produit qui est très bien toléré. Tous les chercheurs qui publient sur la propolis vous disent que c'est un produit qui a une gamme, un spectre d'activité absolument stupéfiant, et également une remarquable innocuité. Cependant, évidemment, comme toujours, et en particulier avec les produits d'abeilles, il peut exister des cas d'allergie. On retrouve des allergies de contact en général, par exemple chez des apiculteurs qui ont pendant longtemps ramassé à main nue de la propolis, et cette allergie va être liée à un allergène identifié dans la propolis qui est un caféate de prénile. Alors, au niveau mondial, évidemment, vous comprenez bien que les abeilles récoltent les résines dans leur proche environnement. Et évidemment, vu que les flores varient entre un milieu désertique et un milieu glacial, boréal, évidemment, il va y avoir plusieurs grands types de propolis que l'on retrouve commercialement dans le monde. Et je tiens à préciser, il y a d'autres propolis que celle-là, mais là, celle que je vous ai mis dans ce tableau, c'est celle qu'on trouve commercialement, qu'on peut se procurer, et d'autre part sur lesquelles aussi ont été réalisées de très nombreuses études, à la fois au niveau biochimique, caractérisation de la composition, comme vous verrez là, et puis également des études par la suite, dans la partie, on y reviendra, sur l'oncologie et les effets cliniques de ces propolis. Alors, dans nos zones ici tempérées d'Europe, d'Amérique du Nord et de Chine tempérée, mais aussi de Nouvelle-Zélande, on a une propolis brune ambrée, assez foncée, qui est souvent appelée propolis de peuplier, parce qu'effectivement, elle est souvent récoltée sur des peupliers. Et au niveau des composés actifs, on va retrouver toute une gamme de flavonoïdes, qui sont des composés bien connus. Il va y avoir des acides phénols, et en particulier de l'acide caféique et des dérivés d'acide caféique. Le CAP ici, que je vous ai mis, eh bien, on en reparlera, parce que c'est une molécule pour laquelle il y a vraiment de très amples démonstrations d'effets anticancéreux, enfin pas qu'anticancéreux d'ailleurs, mais pour rester sur l'oncologie anticancéreux. Et puis également des molécules volatiles de type sesquiterpène, c'est des types de molécules qu'on peut retrouver par exemple dans des huiles essentielles et qui ont en particulier des effets anti-inflammatoires puissants en général,
et également anti-infectieux. Dans les zones nord de la Sibérie, donc dans la taïga, dans des milieux où il n'y a à peu près que le bouleau verruqueux qui pousse, on va retrouver une propolis ambrée, claire, beaucoup plus claire que la précédente, et qui a une composition assez voisine. Vous voyez, des flavonoïdes, des sesquiterpènes. Par contre, on n'a pas les dérivés caféiques. Et justement, je le souligne parce que ces dérivés caféiques ont un réel intérêt en pharmacologie. Une des propolis également qui a donné lieu à de très multiples études depuis 88, où avait paru une publication sur les effets antileucémiques de cette propolis verte du Brésil. C'est une propolis donc, qui vient du Brésil et qui est récoltée sur un arbre qui s'appelle le Baccharis dracunculifolia et qui a une composition très particulière, dérivée prénilée de l'acide coumarique et en particulier l'artépidine C, dont on parlera beaucoup aussi, parce qu'il se trouve que cette molécule a de très nombreuses propriétés antileucémiques, anticancéreuses, etc. Et puis des dérivés diterpéniques et des lignanes. Donc une composition assez différente. La propolis verte du Brésil est très utilisée en oncologie au Japon, où il y a de très nombreuses cliniques au Japon qui associent systématiquement la propolis verte du Brésil au traitement classique de chimiothérapie, d'immunothérapie, etc. Et à tel point que le Japon à lui seul consomme 60-70% de la production brésilienne de propolis vert du Brésil. Donc cette propolis, et évidemment, elle a été très étudiée par les chercheurs japonais qui sont d'excellent niveau. Ensuite, on va retrouver des propolis rouges, toujours dans des zones tropicales, Caraïbes, par là, donc qui vont être récoltés sur 2 arbres différents, mais en fait, les compositions ne changent pas, donc à la limite, on aurait pu les regrouper. Donc, une première qui est récoltée sur un bois de rose, une liane de type bois de rose, d'Albergia et Castophyllum, et une deuxième qui est récoltée sur un Clusia rosea. Et cette propolis rouge va contenir des flavonoïdes, mais là plutôt des isoflavonoïdes, et puis des molécules, là aussi, qui ont donné lieu à beaucoup d'études, les benzophénones isoprénilés, dont une des molécules est la némorozone, qui elle aussi a des effets anticancéreux très puissants, et dont la propolis rouge, la propolis verte et la propolis brune ont toutes les 3 été vraiment très étudiées dans le cadre de l'oncologie. Quand on revient au niveau européen dans la Méditerranée, et si vous prenez la région orientale de la Méditerranée, donc à partir de la botte italienne vers la Crète, etc., eh bien, vous allez avoir des propolis qui sont récoltés sur des arbres de la famille des cyprès. Et ces propolis-là, eh bien, vont avoir encore une composition différente. Elles vont contenir des dérivés diterpéniques, mais pas de némorozone. Enfin, voilà. On a encore une troisième type de propriété et un composé, le chrysophanol, pour lequel, là aussi, des propriétés anticancéreuses ont été démontrées. Et puis dans la région extrême orientale, donc les zones pacifiques du Japon, Okinawa, Taïwan, l'Indonésie, on a une propolis rouge aussi, qui est récoltée sur le macaranga et qui, donc, elle va contenir principalement des phrénylflavonols qui ont des propriétés aussi anticancéreuses. Donc ici, vous avez les molécules, c'est juste pour positionner tout ça, les composés polyphénoliques. Vous avez dans ces composés polyphénoliques, vous avez les flavonoïdes vrais, vous allez avoir des lignanes, vous allez avoir des stilbènes, vous allez avoir des tannins, des terpénoïdes qui sont dans les huiles essentielles. Et donc tous ces composés vont se retrouver dans les différentes propolis qu'on a vues et vont en plus avoir des effets évidemment de potentialisation et de synergie. Donc on passe à la deuxième partie où on va s'intéresser maintenant au traitement combiné de la propolis en oncologie. Et j'ai essayé de faire très succinctement et de résumer vraiment des dizaines d'études et pour aller vraiment aux faits qui sont démontrés et à l'essence des choses. Donc ici, comme vous le voyez, l'essentiel des effets de la propolis et de ces polyphénols dans le cadre du développement tumoral, c'est tout simplement parce que la propolis est un très fort inhibiteur du facteur NF-κB, qui est un facteur majeur de l'inflammation. Je pense que vous le connaissez tous. Et ce facteur NF-κB, lui, a un impact tout à fait majeur sur l'activation des gènes de survie, de l'angiogénèse, de la métastase, sur la résistance à l'apoptose, sur la différenciation cellulaire, le manque plutôt de différenciation cellulaire, sur les cyclines, sur le cycle cellulaire,
sur la prolifération également tumorale et sur les cellules immunitaires, sur les cellules d'adhésion. Enfin, tous ces processus, je pense que vous le savez, participent évidemment au développement tumoral. Et la propolis, l'essentiel des propriétés qu'on va avoir, eh bien, en fait, permet d'améliorer les symptômes que vous avez ici à gauche, tout simplement en inhibant très fortement ce facteur NF-κB. Juste un mot, vous avez évidemment les publications qui sont citées en bas et vous voyez que c'est des publications très récentes. Alors, par rapport à la question tout à fait fondamentale de est-ce qu'on peut associer de la propolis dans le cadre de chimiothérapie ou de radiothérapie sans perte d'efficacité, parce que beaucoup d'oncologues, évidemment, sont très négatifs sur le sujet, eh bien, vous voyez que les études ont été faites. Ça, c'est une énorme revue qui est parue en octobre 2024, en fait. Et donc, eh bien, ça a été, cette revue recense plus de 500 publications. Et donc, les effets combinés de la propolis et des chimiothérapies ont été testés pour des produits aussi divers que 5-fluorouracil, gemcitabine, cisplatine, doxorubicine, épirubicine, irinotecan, paclitaxel, etc. Et dans le cas des radiations, de la même manière, vous allez avoir des effets tout à fait positifs de la propolis en association avec ces traitements. Et ces effets, je voudrais quand même vous les citer parce que vous allez voir que ça agit à tous les niveaux des mécanismes du cancer. D'une part, vous avez une diminution de la prolifération et un arrêt du cycle cellulaire, réduction de l'inflammation par activation diminution du NF-κB, du facteur d'induction de l'hypoxie et des cyclooxygénases, augmentation des radicaux libres dans les cellules cancéreuses. Donc ça répond à la crainte de certains oncologues qui disent de manière un peu simpliste, un anticancéreux va empêcher l'effet oxydant de la chimiothérapie. En fait, l'effet qui est constaté aux manières in vivo, c'est une augmentation de ces radicaux libres, justement. Augmentation de la cytotoxicité des drogues chimiothérapiques, une augmentation du gène P53 qui est un gène suppresseur de cancer, de l'apoptose, synergie avec les chimiothérapies et les radiothérapies, réduction des transporteurs membranaires qui permettent aux cellules cancéreuses de devenir résistantes aux chimiothérapies, entre autres, réduction de l'angiogénèse, de l'activation du VEGF, etc. Diminution du caractère de cellules souches cancéreuses, j'y reviendrai à la fin, une régulation des paramètres épigénétiques et puis une inhibition évidemment aussi de la transition épithélio-mésenchymateuse et des caractères invasifs. Bon, je passe parce que vous voyez que tout ça a été testé, y compris des effets sur le micro-environnement tumoral avec une réduction des macrophages associés aux tumeurs et des différentes cellules immunitaires qui favorisent au niveau de l'environnement tumoral la persistance de la tumeur. Les essais ont été faits également dans le cadre d'hormonothérapie associée à de l'immunothérapie. Ici, par exemple, vous avez des études qui reprennent des travaux qui ont été faits sur des cellules de cancer du sein, en fait, traitées par fulvestrant et abemaciclib. Et au bout d'un moment, il y avait une perte d'efficacité, en fait. Eh bien, si vous restaurez la propolis, vous restaurez l'efficacité du traitement hormonothérapie, immunothérapie, parce que vous bloquez PAC1, qui joue un rôle capital dans la résistance des cellules cancéreuses aux deux traitements. Alors, pour résumer, dans le cadre de la propolis et de la chimiothérapie, que peut attendre un patient d'un traitement combiné? D'abord, je ne l'ai pas encore évoqué, c'est une prophylaxie anti-infectieuse à large spectre, parce que ces patients sont fragiles. Or, la propolis est antibactérienne, antifongique, antivirale. Elle a également des effets immunostimulants. Donc, premier bénéfice tout à fait évident. Autre bénéfice, là aussi, de très nombreuses publications le montrent, avec de très nombreuses chimiothérapies. Vous annulez les effets neurotoxiques, cardiotoxiques, néphrotoxiques, hépatotoxiques de la majorité des chimiothérapies. Cette combinaison avec la propolis a été testée dans le cadre de Taxol, docetaxel, paclitaxel, gemcitabine, temozolomide, cisplatine, doxorubicine, épirubicine, cyclophosphamide, irinotecan, méthotrexate, capecitabine, 5-fluorouracil. Vous avez également une inhibition, je viens de le dire, des mécanismes de résistance en bloquant, par exemple, les gènes MDR ou les transporteurs membranaires et en empêchant également l'évolution vers les cellules souches cancéreuses. Et puis,
également une réduction des effets secondaires provoqués par ces traitements, qui peuvent être des mucites, qui peuvent être les atteintes cutanées du syndrome pieds-mains, les nausées, évidemment, ça par l'effet sur le foie, si vous voulez, et puis ça réduit également la spermiotoxicité de certains traitements chez des jeunes hommes. Donc ici, vous avez une publication, la publication dont je parlais tout à l'heure, qui vous pourrez regarder ça tranquillement, hein, qui récapitule tous les effets de la propolis, là, dans ce cas-là, avec les traitements ionisants. Hein. Et donc, vous voyez que la propolis est capable d'annuler, de bloquer, hein, quand il y a une flèche comme ça, c'est un blocage, la radiorésistance des cellules tumorales, tout en radioprotégeant les cellules saines et sensibilisant les cellules tumorales. Et puis, ça se traduit évidemment par des courbes de survie. Hein. Ici, la médiane de survie sans affection chez des patientes qui sont atteintes de cancer du sein est traitée soit avec de la radiothérapie seule, soit avec la propolis associée à la radiothérapie. Et vous voyez que là aussi, l'évolution au long cours est tout à fait favorable. Et donc, pour la radiothérapie, de la même manière, on a des effets de prophylaxie anti-infectieuse, hein, des effets également de protection des organes, une sensibilisation des cellules tumorales qui perdent leur glutathion intracellulaire, alors qu'il y a au contraire une augmentation du glutathion intracellulaire des cellules normales. Et ça, c'est mesuré, tout ça. Inhibition des mécanismes de radiorésistance. Pardon. Et puis, réduction des effets secondaires de la même manière. Et puis, on en vient à l'activité de la propolis par elle-même, je dirais. Donc, ce que je dirais par là, c'est que là, je vous fais le panorama des études qui, depuis plus de 30 ans, montrent des effets antimétastasiques de la propolis, anti-angiogéniques, etc. Et vous allez voir que là aussi, la propolis interfère à de très nombreux niveaux, que ce soit de manière chémopréventive ou de manière chémothérapeutique, évidemment. Ça va agir sur l'immunité cellulaire. La propolis augmente l'efficacité de nos cellules NK, de nos cellules T8, etc. Tout ça, c'est mesuré. Hein. Sur les phénomènes d'apoptose et d'autophagie, sur l'arrestation du cycle cellulaire des cellules cancéreuses, qui vont s'arrêter soit en G0, G1, soit en G2M. Régulation des oncogènes et des gènes suppresseurs de tumeurs, là, à un niveau épigénétique. Hein. Des effets anti-angiogénèse et anti-migratoires, des effets antiproliférateurs également et anti-inflammatoires. Donc, on va les prendre un à un. Donc, d'abord, une cytotoxicité directe et sélective de la propolis seule. Et là, on parle de la propolis seule. Donc, ça, c'est une étude qui a été étudiée. Alors, l'effet différentiel s'explique par le métabolisme des cellules cancéreuses, et qui est un métabolisme de type Warburg, hein, entre autres. Mais ici, vous avez une étude qui vous montre le résultat. Donc, c'est une étude ex vivo. C'est des patients qui sont hospitalisés au Portugal, à qui on va prélever soit des cellules normales de rein, soit des cellules cancéreuses rénales, et c'est des patients atteints de cancer du rein. Hein. Et on va tester des doses croissantes de propolis sur les cultures cellulaires obtenues à partir de ces cellules. Et donc, vous voyez que même aux doses les plus élevées, la toxicité de la propolis sur les cellules normales est relativement faible. Vous avez 20% de perte de viabilité seulement, alors que par contre, quand vous testez l'effet de la propolis aux mêmes concentrations sur les cellules cancéreuses de ces mêmes patients, hein, eh bien, vous voyez que vous avez un effet beaucoup plus massif. Dans un cas, il ne survit que 5-10% des cellules cancéreuses. Dans notre cas, on est au niveau de 20. Donc là, on démontre une toxicité sélective. Hein. Alors, l'induction de l'apoptose par la propolis sur des lignées qui sont résistantes à l'apoptose, eh bien, là, ça va agir à la fois sur les voies intrinsèques et les voies extrinsèques de l'apoptose, hein, dont les récepteurs de mort death receptor, il y a un autre schéma ici. Donc, pour ce qui est de la voie extrinsèque, et au niveau mitochondrial, pour ce qui est de la voie intrinsèque, et la propolis va justement être capable d'induire de nouveau une perturbation de la polarisation membranaire de la mitochondrie, et va rétablir donc la voie intracellulaire intrinsèque de l'apoptose. Alors ça, il y a de très nombreuses publications, hein, sur cancer
de la prostate. Enfin, je veux dire, on ne peut pas tout citer parce que, je veux dire, il y en a vraiment des milliers et milliers. Alors, j'ai essayé là d'être très synthétique, vous voyez, de vous faire une diapo par mécanisme. Autre effet de la propolis, là aussi très démontré, eh bien, tout simplement, l'arrêt du cycle cellulaire des cellules cancéreuses avec une inhibition de la prolifération de ces cellules. Vous voyez qu'ici, on a la propolis qui va agir sur des gènes suppresseurs comme P21 ou P27, et ces gènes suppresseurs eux-mêmes vont inhiber la formation des complexes cyclines CDK et vont donc bloquer le cycle cellulaire des cellules cancéreuses, soit en phase G1S, soit en phase G2M, etc. Mais en tout cas, tout ça, c'est archi-publié. Et là encore, c'est des publications très récentes. Autre démonstration, c'est la même chose ici. Vous retrouvez ici P16, tous ces gènes qui sont des gènes suppresseurs de tumeurs et qui sont justement éteints dans les cellules tumorales. Eh bien, la propolis est capable de réactiver leur activité et d'induire donc le blocage du complexe et le blocage donc du cycle cellulaire qui ne peut pas progresser dans les étapes successives. Sur également les leucémies, dans le cas de la propolis, pour le dire brièvement, a un effet de différenciation qui complète, si vous voulez, quelque part les thérapies classiques utilisées pour induire la différenciation des cellules. Dans le cas de leucémie en particulier, ça évite les phénomènes de rechute, en fait, suite à un premier succès de la thérapie avec de nouveau l'apparition de cellules myéloïdes qui marquent une rechute. Eh bien, la propolis, là aussi, si vous l'associez avec le traitement de différenciation, d'induction de différenciation, vous allez conserver cette différenciation et donc vous allez empêcher ces adaptations des cellules cancéreuses. Sur l'angiogénèse, vous connaissez tous le mécanisme, évidemment, qui induit la formation de nouveaux vaisseaux. Donc ici, on a les chaînes, les voies de signalisation qui sont impliquées. Pardon. Avec RAF, Merck, PI3K, KT, etc. Donc là aussi, ce qui va se passer, c'est que la propolis va réguler ces gènes, en fait, et va bloquer justement ces voies de signalisation, ce qui fait que vous allez inhiber l'activation du VEGF, par exemple, du facteur de croissance de l'endothélium vasculaire, qui lui favorise l'angiogénèse, la formation des vaisseaux au sein de la tumeur. Sur les métastases, de la même manière, vous avez ces publications qui vous montrent aussi les effets de la propolis sur les différentes voies de signalisation qui vont être impliquées dans le remaniement de la matrice cellulaire, les métalloprotéinases et les différentes gènes qui vont agir sur le cytosquelette et qui favorisent les transitions épithélio-mésenchymateuses. Donc là aussi, un effet inhibiteur chaque fois, vous voyez, de la propolis sur ces voies de signalisation génétique. Ici, vous avez en parallèle les effets de la propolis sur les voies d'activation de l'hypoxie, avec le facteur d'induction de l'hypoxie, VEGF, justement, le facteur de croissance, et les métalloprotéinases. Inhibition également de la voie d'activation de l'inflammation par les récepteurs TLR et l'activation du NF-κB, qui est bloqué. Et puis ici, inhibition également de la migration des tumeurs et de ses capacités d'invasion des tumeurs. Sur la transition épithélio-mésenchymateuse, là, de la même manière, vous allez retrouver le blocage ici de différents facteurs qui vont favoriser, en fait, le blocage de cette réorganisation du cytosquelette et donc qui vont diminuer le potentiel invasif de ces cellules. Alors, ces études, je tiens à le préciser, dans certains cas, c'est dans une approche préventive, c'est-à-dire que dans certains cas, il y a des études qui montrent que, par exemple, chez une souris, vous réduisez le potentiel de transition en prenant préventivement de la propolis. Donc, il y a des études, à la fois en clinique, évidemment, mais il y a aussi des études dans une approche chémo-préventive. Et puis, un gros problème également de la lutte contre les cellules cancéreuses, c'est les cellules souches cancéreuses, qui sont ici symbolisées dans cette publication en rouge, ici,
hein. Et les thérapies conventionnelles, très souvent, ont une bonne efficacité sur les cellules somatiques, mais pas sur les cellules souches. Et ces cellules souches ont des caractères de dormance, de réfraction des radiations, avec des phénotypes multirésistants, la capacité d'activer les transporteurs qui excluent les agents chimiothérapiques, eh bien, la propolis, elle, va avoir un effet également démontré sur ces cancers très réfractaires, très difficiles à traiter, hein. Donc, c'est le cas de neuroblastome, c'est le cas, il y a des études avec le triple négatif, cancer du sein, des cancers du côlon, très réfractaires également, des cancers de la prostate, etc. Ici, vous voyez les mécanismes de résistance de ces cellules souches, hein. L'activation des transporteurs membranaires qui permettent de devenir chimiorésistants, l'auto-renouvellement, l'aspect clonogénique de se reproduire de manière clonale, hein. Et puis tous ces marqueurs, ici CD44, etc., qui sont des marqueurs de ces cellules souches et qui vont permettre à ces cellules souches de prospérer. Et bien, pardon. Eh bien, vous voyez que ici, avec les différents composés en vert que vous avez dans la propolis, donc des flavonoïdes, ici c'est un des composés majeurs du thé vert, l'épigalocatéchine galate, etc. Vous voyez qu'on va agir à la fois inhiber les transporteurs membranaires, inhiber les facteurs de signalisation des caractères souches, hein, CD44, CD133, inhiber également le NF-kappa B et les voies de signalisation qui favorisent la multiplication des cellules souches cancéreuses. Et puis ici, les flavonoïdes, toujours en vert, hein, avec les effets qu'ils vont exercer sur les micro-ARN, en fait, hein, et donc avec pour résultat de bloquer d'une part la formation des sphères, d'autre part d'inhiber également la transition épithélio-mésenchymenteuse, bloquer la résistance aux chimiothérapies et les capacités d'autorenouvellement, hein, avec une diminution des gènes MDR de la transition épithélio-mésenchymenteuse, et aussi du NRF2, qui est un gène très important qui permet aux cellules cancéreuses à résister justement aux oxydants, hein. Et puis ici, vous avez un article sur la symbiose métabolique qui se réalise souvent au sein d'une tumeur, c'est-à-dire que vous allez avoir des zones plus oxygénées, hein, et des zones au contraire hypoxiques. Vous allez avoir ici des cellules à noyau rose qui vont être des cellules qui vont fonctionner plutôt sur un métabolisme de type Warburg, hein. Mais il va y avoir une symbiose et une alliance qui va s'établir avec des cellules oxydatives ici, hein, qui, elles, vont absorber le lactate, hein, et qui vont être capables de l'intégrer dans le cycle de Krebs pour elles-mêmes prospérer. Et donc, la propolis, ça c'est démontré, la propolis bloque ces transporteurs membranaires qui permettent à la cellule Warburg d'expulser le lactate, qui est lui-même toxique pour elle. Et donc, vous n'avez pas d'accumulation de lactate dans l'environnement tumoral. Et ça, c'est très important, parce que vous voyez que les effets du lactate, qui est considéré comme un oncométabolite, maintenant, on parle du lactate comme un oncométabolite, parce qu'il favorise effectivement la transformation oncogénique. Vous voyez que lui, il va agir à la fois sur des facteurs tumoraux, hein, il va agir également de manière très importante sur l'immunosuppression qui se produit au niveau de l'environnement tumoral, parce que quand vous avez une concentration de lactate qui dépasse 20 micromoles au niveau local, vous allez avoir les cellules NK et les lymphocytes T8 qui subissent une apoptose, ils sont détruits, et en plus vous allez avoir une polarisation des macrophages associés aux tumeurs de type de M1 à M2, hein, avec donc des effets d'annulation de la résistance immunitaire de l'organisme. Et donc, le fait d'empêcher cette sortie du lactate et son accumulation dans le milieu extérieur, évidemment, là aussi, ça a un effet tout à fait positif, hein. Donc voilà, merci de votre attention, hein. Vous avez derrière une petite source de documents, hein, j'ai pas mis toutes les références évidemment, mais enfin, la revue, là, si certains d'entre vous sont vraiment intéressés à creuser le sujet de manière
La revue, je vais vous la montrer, c'est Orsolich et Gembrecht, là, en 2024, celle d'octobre 2024 dont je vous ai cité. C'est plus de 70 pages d'articles scientifiques avec plus de 500 publications scientifiques sur cette question spécifique des effets de la propolis sur, sur la, l'oncologie, sur les cellules cancéreuses. Et Orsolich, Dada Orsolich, est une dame qui a travaillé pendant plus de 40 ans à Zagreb sur la propolis et le cancer. Et c'est une force de travail incroyable. Elle publie presque tous les 3 mois. Et ce n'est pas des petits articles en plus, comme je vous dis. Donc voilà, si vous avez envie de creuser des fois, bon, voilà. Merci beaucoup. Merci Lilian pour toutes ces informations et tous ces partages. Comme vous le dites, on peut aller plus loin si on en a envie, mais il me semble que ce que vous nous avez mentionné aujourd'hui était déjà assez complet et détaillé. Donc un tout grand merci. Je je n'ai pas encore vu de questions. Maintenant, si vous en avez, ben, c'est le moment de les poser. On va y revenir juste après. Je vous laisse du coup à vous le temps d'un peu respirer, boire un petit coup d'eau si vous Oui. voulez. Et je vais prendre peut-être 2 minutes pour présenter Simplicure pour les personnes qui ne connaîtraient pas. Allez-y. Merci. Du coup, Simplicure, c'est quoi? Bah, c'est un outil pour les professionnels de santé, pour les praticiens, qui va vous permettre de centraliser vos recommandations de compléments alimentaires. Donc sur Simplicure, vous allez retrouver différents laboratoires. Aujourd'hui, on en a plus de 150 différents, avec plus de 2 500 compléments alimentaires. Donc il y en a pour tous les besoins, pour tous les goûts et les nécessités. Et donc l'idée, c'est de pouvoir associer les différents compléments alimentaires pour que votre patient, pour que votre client n'ait qu'un seul colis, qu'un seul frais de port, qu'une seule commande à passer pour mettre en place les recommandations que vous allez lui conseiller. Je vais peut-être vous partager mon écran rapidement pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble et comme c'est facile d'utilisation. Donc, alors, il faut juste que j'ouvre cette page. Quand vous êtes du coup sur Simplicure, vous allez arriver sur cet écran d'accueil. Cet écran d'accueil où vous allez notamment accéder à l'académie, sur laquelle vous pourrez retrouver le replay notamment d'aujourd'hui, mais tous les webinaires qu'on a déjà fait sur différents sujets. Vraiment, cette idée toujours dans la formation continue, dans l'information et d'avoir à votre disposition et dans votre pratique les bonnes informations et ressources scientifiques. Donc ensuite, on va pouvoir créer une recommandation. Donc par exemple, vous ajoutez un premier produit et là, vous avez accès à tout le catalogue. Bon, je disais 2500, on est presque à 2700 maintenant. Heureusement, il y a des filtres qui sont mis à votre disposition pour que vous puissiez facilement trouver ce dont vous avez besoin, dont par exemple, notamment par marque. Disons par exemple Herbiolis, vous allez pouvoir trouver tous les produits d'Herbiolis qui sont disponibles. Si maintenant vous avez envie de chercher la propolis, vous allez pouvoir trouver tous les produits qui contiennent de la propolis qui sont disponibles. Vous avez envie d'ajouter ce produit, vous l'intégrez à votre recommandation, vous spécifiez la posologie qui peut évidemment être parfois différente que celle que le laboratoire propose. Donc vous spécifiez la posologie pour que votre patient suive bien les recommandations. Vous mentionnez ensuite ses coordonnées, ou alors vous préférez ne pas mentionner ses coordonnées et vous prenez le lien, et puis il va du coup recevoir l'information, pouvoir passer commande, et dans les 48 heures, recevoir son colis et pouvoir passer à son traitement. Si vous ne connaissez pas encore Simplicure, si vous n'êtes pas encore inscrit, je vais vous partager une petite bannière pour que vous puissiez facilement nous partager votre intérêt, et alors un de mes collègues prendra contact avec vous pour pouvoir vous présenter la plateforme et que vous vous rendez compte de à quel point c'est facile à mettre en place et c'est très intuitif. Donc voilà, il me semble que j'ai fait le tour de ma petite présentation. Je nous remets notre petit visuel. Il y a évidemment d'autres, ça c'est vrai, je ne l'ai pas mentionné, Simplicure, c'est quelque chose qui est gratuit. Donc voilà, n'hésitez pas à le tester, ça ne coûte rien et ça ne demande aucun investissement. Il y a plusieurs webinaires qui sont prévus à nouveau pour les prochaines semaines, donc n'hésitez pas aussi à vous y intéresser. Et bien voilà, j'ai fait mon petit speech. On peut passer aux questions. Du temps, j'ai lu les questions qui ont été posées. Parfait. Donc, je vais y revenir. Oui, effectivement, je comprends bien vos questions sur les posologies, tous ces aspects.
pratique, mais le sujet était tellement complexe que j'ai essayé de me limiter justement sur, disons, l'aspect recherche, l'aspect clinique, pour, en laissant du temps pour les questions-réponses, c'est peut-être plus intéressant comme ça, et pour pouvoir donc répondre effectivement à vos questions. Alors, quel propolis prendre? La qualité de la propolis me semble tout à fait fondamentale. Si vous prenez de la propolis en gélule, par exemple, qu'est-ce qu'il y a dans la gélule? Est-ce que c'est passé par une extraction alcoolique ou est-ce que c'est juste une poudre de propolis brute qui est dans la gélule? Et ça, évidemment, au niveau de l'assimilation et de la pharmacodynamie cinétique, je veux dire, ça va changer beaucoup de choses. Alors, donc, il faut s'assurer déjà de formes qui soient, pour toutes les qualités, qu'elles soient rouges, vertes ou brunes, il faut vraiment des process qui soient qualitatifs. En général, ce qui est fait, c'est qu'il y a un extrait qui est réalisé en milieu cryo-broyé, c'est-à-dire que la propolis est congelée, elle est broyée, et il y a une extraction alcoolique en général, et un extrait sec qui est fait, à partir duquel on remplit les gélules. Donc ça, c'est quelque chose d'important. J'ai vu une question aussi sur une marque. Moi, je travaille beaucoup avec Alvéolis. Donc ça s'appelle, je ne sais pas si je peux écrire ça dans la... Je dois pouvoir vous répondre. Oui, tout à fait, vous pouvez écrire. Oui, voilà. Alors, bon, je ne cache pas que c'est un ami. Non, mais voilà, je veux dire, je n'ai pas d'action. Mais si vous voulez, d'abord, il est présent qu'en milieu pharmaceutique. Alors, ce n'est pas du tout pour vendre plus cher, etc. C'est une stratégie de ne pas tout mélanger, de ne pas faire comme d'autres producteurs de la propolis, des produits dentifrice, et puis en même temps, vous expliquer que ça va servir à guérir le cancer. À un moment, il faut quand même savoir un peu dans quel domaine on se positionne. Alors bon, il y a d'autres bonnes marques, il n'y a pas de souci, mais bon, eux, je sais, si vous voulez, par rapport au fait que j'ai accès aux analyses, les analyses de pesticides sont faites, alors que paradoxalement, en Europe, ce n'est pas une obligation. Les obligations européennes, c'est l'analyse des hétérocycles polycycliques, des métaux lourds, mais vous n'avez pas d'obligation pour les pesticides, ce que je trouve quand même choquant, personnellement. Bon. Donc, la qualité, ça, c'est quelque chose qui est très important. Sur le type de propolis, verte, brune, rouge, ces trois, en tout cas, il y a vraiment beaucoup de publications. Il y en a beaucoup pour la brune, il y en a beaucoup pour la verte, pour la rouge. Bon. Moi, je suis pharmacologue, si vous voulez, donc j'aurais tendance à vous dire, si les gens ont relativement les moyens, enfin, c'est pas hors de prix non plus, enfin, je veux dire, moi, j'ai tendance à conseiller, si les gens sont OK, à associer les trois. Parce que ce n'est pas les mêmes molécules, vous avez vu. Pour les trois propolis, vertes, rouges, brunes, vous avez vraiment des effets anticancéreux démontrés, mais vous n'avez pas tout à fait les mêmes compositions. Et donc, je pense que c'est plus intéressant, quelque part, d'éviter les saturations, d'éviter ce genre de problématiques. Sur les posologies, alors, évidemment, ça varie selon les cancers. Et quand on regarde ce qui se fait dans les études cliniques, d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il commence à y avoir des études cliniques en double aveugle. Par exemple, cancer du sein en double aveugle, prise ou pas de propolis. Donc, très souvent, ces études-là, elles sont dans le cadre vraiment d'associations avec des chimiothérapies, par exemple, ou avec des traitements pareils. Donc, les doses qu'il faut, il faut des doses ni trop faibles, ni trop importantes, parce que si vous utilisiez des doses très 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 importantes, le risque, si vous voulez, c'est que il va y avoir une activation du gène NRF2, tout à l'heure qu'on a vu, qui est un gène qui permet de lutter contre les oxydants. Alors, donc, je vois une question sur la blanche et j'y reviendrai après. Donc, très honnêtement, il faut des doses, si vous voulez, intermédiaires. Les doses, c'est de l'ordre de 15 mg par kilo par jour. C'est-à-dire que pour quelqu'un de 60 kg, 60-70 kg, ça tourne autour d'1 gramme. Vous pouvez prendre 2 grammes, vous pouvez prendre moins. Moi j'ai connu des personnes qui prenaient 2-3 grammes. Mais voilà, c'est pas la peine non plus de prendre 30 grammes par jour, parce que je veux dire, on peut avoir des effets inverses. Et donc, en général, si vous êtes entre, disons, 15-20 mg par kilo par jour, vous êtes sur les bons dosages et sur les bonnes posologies. Les retours que j'ai, parce que moi j'enseigne dans des écoles, si vous voulez, de phytothérapie, etc.
Donc on me demande ponctuellement, je fais ça bénévolement bien sûr, mais on me demande ponctuellement quelle dose, comme vous me demandez. Bon, mais le retour des gens, c'est qu'ils ont beaucoup moins d'épuisement, ils ont moins de nausées, ils se sentent mieux. Enfin, voilà. Et en général, l'évolution des marqueurs s'améliore aussi quand on ajoute la propolis. Donc ça, c'est... Là, vous voyez, dernièrement, par exemple, le mari d'une amie à qui on vient de détecter un cancer de la prostate avec des métastases osseuses partout, enfin, le bassin partout, il avait le PSA 752. Donc là, ils n'ont pas encore commencé de traitement, puisqu'en fait, ils sont en train d'étudier la génétique. Et en fait, il a pris de la propolis. En moins de 3 semaines, il est passé de 752 à 450. Donc, je veux dire, il y a vraiment des effets de la propolis par elle-même. Et donc, dans les doses dont je vous parle, vous n'avez pas de risque d'interaction. Alors, il ne faut pas des doses trop faibles non plus, parce que les doses trop faibles, ben, elles ne vont pas faire grand-chose, tout simplement. Alors, sur la question de la propolis blanche, alors là, j'avais plus ou moins prévu d'en parler, mais là j'y reviens. Là, personnellement, mais je dois dire que tous les gens que je connais, François Sauvager, qui est une ancienne prof de virologie à fac, et qui a fait soutenir beaucoup de thèses sur la propolis, etc., aucun apiculteur n'a jamais vu une propolis blanche. Je veux dire, donc je ne sais pas si vous faites allusion à une propolis qui est aqueuse et qui est vendue par un laboratoire du sud de la France. Moi, je peux vous montrer des schémas, hein, je suppose que vous me croyez, mais sinon, je vous trouve en 2 minutes des schémas. Une extraction aqueuse, vous extrayez même pas 5 à 10% des polyphénols. Et j'ai un schéma, si ça vous intéresse, je vous le montre. Alcool à 25 degrés, à 50 degrés, à 75 degrés, à 95 degrés. Et là où vous allez extraire le plus de polyphénol et de composés volatiles, c'est à 75. Hein. Oui, mais vous savez, je vois bien votre commentaire, la propolis blanche est vendue pour les enfants. Mais si vous voulez, il n'y a aucun souci à ce que les enfants prennent de la propolis brune. C'est vraiment pas un composé toxique. Hein. Et moi, je me pose vraiment des questions sur la composition de la propolis blanche. J'ai des analyses d'il y a 10 ans, alors il faudrait les refaire peut-être, j'ai des analyses d'il y a 10 ans de cette propolis blanche qui montrent qu'il y a 0,5% de polyphénols totaux. Et ça, excusez-moi, c'est vraiment une bonne propolis, ça doit contenir au moins 20-30% de polyphénols totaux. Hein. C'est beaucoup trop bas. Hein. Et c'est pour ça que l'aspect qualitatif est important quand même. Il faut s'assurer que... Alors, si vous pouvez avoir sur les boîtes, etc., un taux de polyphénol exprimé, etc., tout ça, c'est quand même plutôt bon signe. Ça va dans le bon sens. C'est parce que, en fait, c'est ces polyphénols qui sont actifs. Et donc, il s'agit que l'extraction permette de les récupérer, justement. Alors, je vois, peut-on prendre la propolis en cas d'allergie au pollen de bouleau? Alors ça, c'est une excellente question. À quel dosage pour un cancer déclaré, traité par chimio? Ouais. Alors, mais là, je reviens, si vous voulez, sur l'allergie. La propolis est aussi anti-allergique. Et alors là, c'est vraiment à des doses basses. C'est incroyable. Là, dernièrement, j'étais au Pays Basque. La fille de l'ami, 14 ans, elle faisait tout le temps des rhinites, enfin, des rhumes des foins, tout ça, allergique. Elle prend depuis décembre une propolis verte, donc 200 mg par jour, et elle n'a pas fait une crise. Sur l'asthme, il y a des études en double aveugle sur l'asthme, des concentrations 3 fois 75 mg de propolis par jour pendant 6 semaines, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Vous avez une augmentation, donc réduction évidemment des crises d'asthme et de l'intensité de la fréquence, normalisation des facteurs inflammatoires et augmentation du volume expiratoire forcé de 41%. Et c'est une étude en double aveugle. Donc c'est vraiment, c'est assez impressionnant. Et donc par rapport au cancer, je pense que j'ai répondu. Et donc pour les voies de blocage, de toute façon, si vous voulez, moi mon constat, après évidemment, l'idéal ce serait qu'on fasse des études communes hein, avec des milieux cliniques, enfin des médecins, et de définir vraiment, évidemment que les doses ne sont pas toutes les mêmes pour l'angiogénèse, pour les différents mécanismes. Mais moi, mon observation, c'est qu'aux doses que je vous dis, vous avez tous ces effets-là. Et bon, 1 gramme à 2 grammes de propolis par jour, ça fait quand même des doses importantes. Hein.
Alors, l'avantage aussi, c'est que c'est pas hors de prix, quand même. Oui, je réponds à Stéphanie, là, je vois 15-20 milligrammes par jour, par kilo par jour, bien sûr, hein, par kilo par jour. Oui, ce serait ça. Après, encore une fois, vous pouvez monter un peu plus, hein, parce que moi, je dis ça, vous savez, je tiens compte aussi, je ne veux pas ruiner les gens. Donc, je sais qu'il y a des études cliniques qui montrent qu'à ces doses-là, c'est efficace. Donc, moi, je reste sur ça. Mais par exemple, j'avais une amie qui est décédée, hélas, qui avait un cancer de triple négatif du sein. Et elle prenait, bon, il voulait la rentrer en soins palliatifs. Elle est restée pendant plus de 3 ans à 2 grammes par jour. Elle prenait 2 grammes tous les jours. Et elle me disait qu'elle n'avait pas trop de douleur, et même elle me disait que des fois elle se réveillait la nuit avec une douleur et qu'elle reprenait une gélule et qu'elle arrivait à... Alors la question en continu, oui c'est une bonne question, bien sûr. Moi, je vous avoue que là, sur des pathologies lourdes comme ça, et vu l'innocuité de la propolis, je ne vois pas l'intérêt d'arrêter. Hein. J'enseigne dans des écoles de phyto, vous savez, on est tous très prudents. C'est 3 semaines de traitement, 1 semaine de pause, 3 semaines de traitement, 1 semaine de pause. Bon, globalement, c'est ce que je fais, c'est ce que je conseille. Mais là, je pense que, parce que vous savez comme moi, que pharmacocinétiquement, si vous arrêtez aujourd'hui une chimiothérapie, vous allez mettre 2 ans à éliminer tous les résidus, hein, que ça ne va pas être instantané, et que les résidus, justement, vont continuer à avoir des effets délétères. Hein. Donc moi, mon sentiment, c'est je ne vois pas pourquoi faire des pauses d'une semaine, vu que... Alors, ce qui a été testé aussi, je vous le dis parce que je pense que ça doit vous intéresser aussi, il n'y a pas d'interaction avec les cytochromes P450 oxydase in vivo. Ça, il y a 2 études qui l'ont étudié in vivo. Alors, dans le cas de l'asthme, c'est 3 fois 75 mg par jour. Non, pas par kilo, par jour. C'est rien du tout. 225 mg par jour. Alors, pour la fibromyalgie, de manière indirecte, je pense que ça ne peut pas faire de mal, parce que vous savez qu'il y a quand même plus ou moins des microbiotes déréglés, enfin. La propolis, par exemple, a entre autres propriétés d'être capable de réguler des microbiotes. Elle a vraiment des impacts sur les germes pathogènes et en fait, elle n'a pas d'impact sur les bactéries lactiques, etc. Donc ça, c'est dans les articles récents, elle est vraiment donnée comme rééquilibrante du microbiote, etc. Et je pense beaucoup de ces maladies, y compris Covid long peut-être, etc. Je pense que c'est des gros dérèglements du microbiote, enfin avec le lien avec l'immunité qui fait que tout part en vrille. Donc, de toute façon, c'est potentiellement à tester. Et autre chose qui est intéressante aussi, vous voyez quand même dans le cancer, et puis pourquoi pas pour la fibromyalgie, vous avez des effets antalgiques et analgésiques de la propolis, et là, il y a des études qui viennent de sortir. Donc, on pensait que c'était des effets anti-inflammatoires par inhibition du NF-κB et parce que vous ne produisez pas de prostaglandine 2, etc. Et là, en fait, visiblement, ils ont fait une étude, ça semble carrément agir sur les récepteurs opioïdes, parce qu'en fait, l'effet de la propolis, l'effet analgésique de la propolis est annulé si on injecte de la naltrexone avec. Mais je vous en prie. Mais c'est super, il me semble du coup qu'on a fait le tour de différentes questions. Un tout grand merci à vous pour tes réponses qui sont à chaque fois détaillées. C'est vraiment, je pense que tout le monde ici sera d'accord avec moi pour dire que c'était un plaisir de vous écouter et de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc vraiment, encore un tout grand merci. C'est gentil. Mais merci à vous de votre attention et de votre intérêt pour la propolis, parce que vous sentez bien que je suis plus que convaincu. Alors, je vois, peut-on vous contacter si besoin? Oui, je vous mets mon mail. Parce que comme je fais pas mal de cours, je suis souvent en mode avion, mais par contre, je réponds aux mails. Super. Ah, je ne vois pas votre mail qui s'affiche. Mais attendez, je suis en train de l'envoyer. Envoyer. Parfait. Ah, c'est Gmail. Ah, oui, Gmail. Bon, vous avez compris, c'est les correcteurs, ça me saoule, les correcteurs. En fait, voilà. C'est lilian.ceballos@gmail.com. Hein. Parfait. C'est voilà. Très clair. Voilà. Un tout grand merci encore à vous pour cette présentation, à vous tous pour votre attention. Okay. Je vous souhaite une bonne après-midi
et au Bonne plaisir. journée à tous.